réaffirmer l'autorité des préfets de région sur les préfets de département, et de plus en plus l'échelon régional est en train d'émerger comme le niveau de puissance bureaucratique nouveau. Alors sera-t-il moins bureaucratique que celui de Paris? La question se pose, et puis je ne sais même pas si au final elle aura beaucoup de sens. Mais ce qui est clair, c'est que c'est cette voie que nous avons prise, vous voyez, celle d'une territorialisation de l'action publique. Les Anglais ont pris une toute autre voie. Les Anglais, sous Margaret Thatcher et depuis lors, ont pris la voie de la déconcentration fonctionnelle, c'est-à-dire la création des fameuses agences publiques, l'agencification. C'est dire on va alléger les ministères et en transférant un maximum de tâches de gestion des services publics à des agences autonomisées qui sont une espèce de quasi-entreprises. Donc vous voyez deux stratégies françaises, britanniques, visant à débureaucratiser ou à réformer l'État avec deux veines d'action différentes. Oui, je vous en prie. Pardon. Merci. Vous parliez au début de votre exposé de l'apparition de l'État dans le temps et dans l'espace, savoir de la production de cet appareil protéiforme, de cette institution protéiforme complexe qui est l'État. J'ai été très rapide. Voilà. Et vous parliez de l'État vers la fin de votre conférence en vous référant à la longue durée et aux décisions stratégiques orientées vers le futur. Et ici vient ma question, et je m'excuse pour ma naïveté. Quel est éventuellement, si on peut parler de ceci, le rôle du passé dans la qualification et requalification de cet État, surtout au niveau théorique, conceptuel, mais aussi symbolique? Et là, je pensais tout à fait spontanément à un exemple français. Il s'agit de la vente aux enchères publiques du patrimoine de l'État français en vin. Je pensais par exemple à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde à Paris, ainsi de suite. Écoutez, j'ai toujours pour coutume de me méfier des gens qui me posent des questions faussement naïves. Donc je prends le temps de ma réponse. Donc je serai lent dans ma réponse. Oui, l'hôtel de la Marine vendu. Oui, comme Margaret Thatcher avait vendu un certain nombre de choses, comme... Oui, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué, l'hôtel de la Marine m'y fait penser, c'est effectivement que l'État, et je sais pas moi qui ai dit cela, c'est le grand Bourdieu, Pierre Bourdieu, qui dit l'État est un trésor symbolique. Hein? L'État est un trésor symbolique, donc c'est l'État muséal, c'est l'État mémoriel, les lieux de mémoire, c'est l'État commémoratif. Nous avons vu toute une veine en sciences politiques françaises de travaux qui ont été consacrés aux commémorations, aux célébrations, à ce en quoi l'État mémoriel commémoratif fait exister Vous voyez, nous avons fait exister une mémoire commune et donc fait exister une identité, et donc se fait exister lui-même. Bon. Comme principe supérieur de légitimation ou de relégitimation ou de ressourcement symbolique d'un ordre social. Vous voyez, le général de Gaulle est mort un 9 novembre, donc son anniversaire de son décès était mardi quand je suis arrivé. Il était rappelé donc dans la presse française que le général de Gaulle est considéré comme le plus grand homme de l'histoire de France par les Français aujourd'hui. J'en participe aussi, mais en même temps, est-ce qu'il n'y a pas un effet de proximité? C'est aussi le dernier. Je ne veux pas être nietzschéen, mais c'est le dernier grand homme. C'est le dernier d'une longue série. Et parce que nous sommes désormais dans la mémoire courte, c'est le plus grand. Est-ce que le fait que les sondages, puis d'abord, que veut dire les sondages sur bref, que les sondés français nous disent le plus grand homme de l'histoire de France, c'est De Gaulle, peut-être une partie d'ailleurs de la taille, c'est le plus grand en taille. Non, mais je plaisante à demi, c'est
pas anodin, nous savons bien comment sont comprises les questions de sondage par les sondés. Les plus grands, oui. Il y a des chances que s'il y avait eu des sondages juste après François Ier, qui était également très grand, très bel homme aussi, on nous aurait dit que oui, le plus grand homme de l'histoire de France, c'était François Ier. Bon, alors je ne sais pas. Mais ce qui est vrai en revanche, c'est que l'État français a jugé utile de créer un mémorial à la gloire du général de Gaulle, avec une mise en scène très high-tech et new technologie et diffusion de films, etc., sous le pavé de la cour des Invalides à Paris. Or nous savons, vous savez, beaucoup d'entre vous, vous connaissez très bien Paris, que les Invalides, c'est aussi l'endroit où est enterré Napoléon. C'est-à-dire l'autre grand homme de l'histoire de France. Donc qu'est-on en train de faire? Qu'est-ce que l'État est en train de faire, l'État? Le ministère de la Culture qui décide de faire du dernier grand homme de l'histoire de France, dont on nous dit que c'est le plus grand, celui qu'on enterre symboliquement une deuxième fois, aux Invalides, à côté de l'autre plus grand homme de l'histoire de France, qui est Napoléon. Alors on conforte son statut, ça c'est sûr. Je me mets d'accord. Donc tout ça est quand même une opération symbolique, pour parler comme Lucien Sfez, une opération symbolique qui travaille des images symboliques qui bouclent extraordinairement sur elles-mêmes. Tout ça est extraordinairement auto-validateur. Alors, ce n'était pas complètement le sens de votre question, mais je crois qu'effectivement, c'est un premier niveau de réponse. Donc, le premier niveau de réponse, c'est à quoi, au plan symbolique, à quoi les responsables de l'État consacrent-ils leur énergie en ce sens, et que célèbrent-ils, et que ne célébrons-nous pas, et quelle mémoire faisons-nous exister? Le fait que l'État soit trésor mémoriel et soit trésor symbolique, ça c'est très évident. Et ensuite, est-ce qu'il y avait un autre élément dans votre question naïve qui m'aurait échappé? Vous me disiez sur la longue durée, finalement une question sur la longue durée et la théorie de l'État. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de cela? Ce dont j'ai l'impression, c'est... Alors c'est une impression, vous voyez, j'ai des questions, j'ai pas de certitude, donc c'est un ensemble de petits faits vrais, comme disaient les historiens. L'accumulation des petits faits vrais, Paul Venn, qui peut parfois produire, non pas des certitudes, mais ce qui tient lieu de certitude aux historiens et aux sociologues. Notre tenant lieu de certitude. Bon... Je pense qu'on va très vite en besogne quand on est dans la temporalité courte du « ah, c'est la crise de l'État » et puis « ah, c'est le retour de l'État ». Voilà, ça, vous avez compris mon propos. Je pense que les deux sont également, non pas falsifiables, mais faux. Ce sont des énoncés faux sur tous les plans. Faux empiriquement, faux intellectuellement, faussés philosophiquement. Ça, c'est du nonsense, c'est du bullshit, mais c'est le bullshit qu'on nous donne à boire ou à manger, ou à ce que vous voulez, dont on nous abreuve à longueur de news magazine, etc. Parce qu'il faut bien vendre du papier, il faut bien faire du spot, et faire du spin, et faire du tout ce qu'on voudra. Et alors ça, je pense que c'est effectivement, si nos sciences sociales ont une fonction, je ne suis pas sûr mais si jamais nos sciences sociales ont une fonction, c'est au moins celle-là, c'est de dénoncer ce genre de choses. C'est de dénoncer ce genre d'entreprise, de fausses entreprises de pensée. Et de dire, écoutez, on ne peut pas dire grand-chose sur l'État si on ne pense pas à au moins 100 ans. Vous voyez, tout ce que j'écris sur les réformes administratives et sur le mouvement de la nouvelle gestion publique, du New Public Management, etc., notre collègue Alexandra ici me fait l'amitié de me lire un peu, donc elle voit ce que je veux dire. Nous sommes tous en train de dire, quand je dis nous, ça veut dire que je n'invente rien, moi, mais je participe d'une communauté académique qui dit la même chose, avec des collègues allemands, avec des collègues italiens, avec des collègues sud-américains, etc. On se rend compte que, comme je l'ai dit très très vite dans un des moments de mon exposé, les réformes de l'État sont en train de devenir permanentes. C'est-à-dire, vous avez maintenant dans la plupart des pays un machin qui s'appelle ministère de la réforme de l'État et qui existe depuis des années. Et on ne voit plus comment on peut changer cet intitulé. Ça devient impossible. Un gouvernement ne va pas arriver en disant « Ah non, ministère de la réforme de l'État, j'enlève, j'appelle ça à nouveau ministère de la fonction publique, comme ça s'appelait avant. » Immédiatement, ça va être un signe interprété, un signal fort dont les commentateurs vont se saisir, la télévision va s'exciter, etc. Vous voyez, ils arrêtent la réforme de l'État. Ils arrêtent la réforme de l'État. Oui, on a bien élu un président conservateur. Hein, mais on ne mesurait pas à quel point il était conservateur. Ce type, il arrête la réforme de l'État. Donc, il devient impossible de changer cet intitulé.
Alors qu'est-ce que c'est que la routinisation de l'intitulé et au-delà de la notion même de réforme de l'État? Voilà, vous voyez, ça c'est une question, mais c'est une question, on voit bien que je ne fais pas te poser des questions, je prends quand même une réponse derrière. C'est un phénomène de routinisation de cette gigantesque opération symbolique et pratique qu'est la réforme de l'État, qui est comme l'État à la fois un processus pratique et concret, et en même temps un processus symbolique. Processus pratique dans lequel on fusionne des ministères, on fait des agences, on réduit ceci ou cela, et processus symbolique dans lequel tout ça vise à produire des profits de légitimation, de nouvelles légitimations de l'État aux yeux de la population, aux yeux des élites pensantes, aux yeux des leaders d'opinion, aux yeux des entreprises, aux yeux de ce que vous voulez. À partir du moment où le programme, le projet de réforme de l'État devient, je vais le dire en anglais, part of the ordinary scenery of the state. Un élément du décor. Un élément inévitable du décor. Quelque chose qui n'est pas possible d'enlever. Comme ces feuilles d'acanthe ici sont là pour toujours, donc ce pilier-là. Bon, et bien désormais, on peut dire que sur les piliers de l'État, vous avez un pilier, là, désormais. Voilà. Ce pilier-là, c'est le pilier réforme. Et la seule chose qu'on peut promettre, c'est que dans 1000 ans, s'il y a encore un État en France, il y aura encore un ministère de la réforme de l'État. En 1000 ans, ce sera encore en réforme. Alors, quel est le sens? Le sens, c'est une routinisation. Et comme la routinisation du charisme chez Max Weber, ça finit très mal. Ça finit en institution froide, endormie. Oui. Si je peux ajouter une phrase à la réponse que vous avez donnée à cette question naïve, qui n'est pas un naïf du tout, en fait, je pense. Je pense que la réponse est dans la question. La réponse est donc dans la question. Weber dit l'État et l'Église des institutions. Et ce sont les institutions par excellence, ou une institution, c'est une forme de combat contre le passage du temps. Donc c'est une forme d'éternité. Alors j'ai en tête évidemment le texte de Ernst Kantorowicz. Maintenant, comment construit-on cette éternité, à l'avant ou à l'arrière? C'est une question de choix. Si l'on ne peut plus projeter l'avenir, on se tourne peut-être vers le passé. On commémore le passé. Quel passé? C'est toujours une question de choix. Et quelle éternité de ce passé on retient? Quelles sont ces choses visibles et touchables qu'on considère inaliénables, qui garantissent l'éternité de l'État? C'est une éternité qui est toujours gérée politiquement, qui change. C'est une drôle d'éternité, qui change avec les époques. Et c'est très visible en Roumanie plus qu'en France. Vous avez un État qui se construit, qui a du mal, ne sait pas très bien ce qui est éternel ou non dans sa substance. Donc je pense que c'est effectivement une question qui tient au rapport au temps, mais d'une manière plus philosophique que cela n'en a l'air. Quand on n'écrit plus des romans science fiction, fiction en avenir, on se tourne vers les fantasy du passé, vers Tolkien. Il n'y a plus de Isaac Asimov, il y a Tolkien. Bon, sachant que les deux ont écrit en même temps. C'est tout ça, c'est différent. Donc, voilà. Et on voit bien qu'on retravaille, et dans le cas que je citais tout à l'heure de Gaulle est un personnage hautement conflictuel, hautement clivant. De Gaulle est à lui seul facteur de clivage politique de son vivant. Je rappelle qu'il est mort en 1970, je suis né en 1969, c'est pas antédiluvien. Et aujourd'hui, maintenant qu'il est sous le pavé des invalides symboliquement, il est totalement consensuel. Et De Gaulle fait consensus des extrêmes gauches trotskistes, quasiment aujourd'hui mes étudiants d'extrême gauche trotskistes, parce que j'en ai beaucoup, on s'amuse, jusqu'aux extrêmes droites, à la limite ou presque, encore là qui aurait encore des critiques parce qu'il y a des nostalgies de la Légie française, De Gaulle est toujours totalement consensuel. Donc comment effectivement un chef d'État hyper clivant, 40 ans plus tard, est partie prenante et complètement partie du consensus national et étatique.
Ah oui, ça c'est sûr, parce qu'il est mort. Ça c'est une évidence. Et je vous signale